Il joue à bisous en papa au top. Il joue pas bisous en papa en tol. Il joue à bisous en papa non-stop. On wall moins les mots on néglige wallou. Ou les passer pour nous mais l'esprit typolo on tête tout. Toujours pas répéter tourner vos stations. Pendant il joue qu'à attendre nous pour partager émotion. Bienvenue tout le monde, Saïdia tout le monde. Bienvenue dans votre émission Papa pas génitaire. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. J'allais dire un très long week-end, mais en tout cas, j'espère qu'il a été bon. Vous voici dans votre rendez-vous du lundi, tranquillement. Vous savez avec qui je travaille depuis le début, on ne l'oublie pas, la tour de contrôle, le boss, le futur maire du François. Jonas, salut bien. T'es sérieux là? Bonjour Olivier, bon, c'est dit à Olivier. Voilà mon frère, et toi-même? Ça va, tranquillement. Mettez-moi à l'aise. Mettez-moi vraiment à l'aise. Comment vas-tu? On est là mon frère, on est là, tout donne nous dehors. Ah, normal hein. Émission 100% parentalité, relation homme, femme et enfant. Mais normal. Il faut qu'un jour on gère un petit rendez-vous avec les enfants aussi. Les parents avec des enfants, ce sera pour les grandes vacances, je pense. On verra. On va voir comment on va gérer la crise. On va demander à l'équipe de Zouk TV. D'ailleurs, un grand merci à Zouk TV de nous faire confiance. Depuis le mois de mai, on est sur les antennes, sur les ondes, sur les réseaux. On est partout en fait. On suit Zouk TV. Ben, c'est très important de le dire. Nous avons des échos qui viennent un peu de partout. Donc bonsoir à tout le monde. Où que vous soyez, qui que vous soyez. C'est toujours un plaisir de vous recevoir dans l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler des cercles d'hommes. Alors, pour certaines personnes, c'est nouveau, pas pour d'autres, mais justement, aujourd'hui, nous recevons deux invités qui font partie du travail. On les a accueillis en radio aussi durant ces 2 années. Alors, pas pendant toutes les émissions, mais en tout cas, ils ont toujours été très efficaces à chaque fois qu'ils sont venus en radio. On s'est dit, c'est pas possible de ne pas mettre ces gars-là dans l'émission. Bon, il y en a un qui reste quasiment tout le temps, vous allez le reconnaître. Et puis, il y a un nouveau. J'allais l'appeler le gendarme, mais il n'y a que lui qui sait pourquoi. Il n'y a pas de problème. Donc, je vous présente Mathis Brival, excuse-moi. Comment vas-tu, frère? Et ça va et toi-même? On est là, merci d'avoir répondu présent. Avec plaisir, enfin. C'est cool. Ulrich? Bonsoir. Voici je ne vous dis pas quel est rescue, vous avez déjà compris le truc. Pas du tout de quoi il parle. Donc, ces messieurs sont nos invités, dignes représentants des cercles d'hommes. On va discuter avec eux pendant 1 heure, quasiment 1h30 avec eux. Donc voilà, c'est parti. Est-ce qu'il y a un petit message à faire passer? Vous savez que c'est où qu'on mettait les moments pub, les petits moments, Non, pas encore? Non, on peut le dire, on va le répéter encore. Nous cherchons des sponsors. Donc voilà. Voilà, les sponsors, nous cherchons des petits partenariats qui vont faire le travail, qui vont contribuer au travail, au bon travail, qui sèment de bonnes graines, sèment de bons fruits. Tôt ou tard, ça j'en suis persuadé. Donc, monsieur Mathis Brival, comme c'est la première fois que je te reçois dans l'émission à la télé, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ok, ça y est frère, donc Mathis Brival, j'ai 33 ans, je suis étudiant en psychologie et puis militant pour beaucoup de choses comme l'écologie, l'identité martiniquaise et puis la santé mentale des gens. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, que j'ai rencontré d'autres militants qui sont dans le soin de leur rapport à la masculinité et puis qu'on a essayé de trouver d'autres gars qui sont dans ce chemin-là et puis au final, ça a constitué les premiers cercles d'hommes. D'accord. Ulrich, c'est moi qui vais te présenter. Ok, j'accepte le challenge. Militant panafricaniste. Pas dit ma pièce modale. M'as oublié un mot? Panafricain, Olivier. Panafricain. Toutes les semaines, je lui répète ça. Mais c'est pas bon, il me l'a fait, c'est qu'il me l'a dit tout à l'heure. Non, c'est cool, ben voilà, bon, ça rentrera, il n'y a pas de problème. Pour la prochaine fois. Tranquille. Oui, on est là. Merci d'être là. Ben, messieurs, on rentre dans le vif du sujet, on ne va pas perdre de temps. Moi, ma première question, on m'a posé cette question-là, on m'a dit, quelle est l'origine des cercles d'hommes? Parce qu'en Martinique, c'est à part vous. Je pense que personne n'était au courant des cercles d'hommes, en fait, sur le territoire. Donc, est-ce qu'il y a une origine ou c'est une idée une étincelle qui a créé une idée et de cette idée, vous avez mis ça en place? Alors, au départ, tu sais, lorsqu'on lance une dynamique, perso, je regarde si ça existe déjà, s'il y a déjà des gens qui font ça sur les réseaux sociaux, s'il y a des chaînes YouTube. J'ai pas trouvé ça. Alors, les seuls cercles d'hommes que tu vas trouver, ça va plutôt être dans la religion.
Après, je suis athée, c'est pas vraiment le format que je cherchais. Donc effectivement, au sein du mouvement militant, ben en fait, j'ai trouvé des gars qui sont dans cette dynamique-là, ou en tout cas des gars qui ont compris quelle est la nécessité en fait du truc, puisque c'est pour des raisons personnelles, c'est pour des raisons qui sont dans les cadres des groupes militants, et puis c'est pour des raisons civilisationnelles, dans le sens où j'estime que ça fait partie des chantiers qui doivent avancer pour que la Martinique se guérisse. Donc c'était dans ce cadre-là en fait que ça a germé, mais c'est un truc qui s'est mis en place ensemble. Ok. Louis, tu voulais rajouter quelque chose? En fait, il n'y a pas forcément d'origine, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu des cercles d'hommes, puisque pendant un moment, on a fonctionné en non-mixité dans nos sociétés, les sociétés françaises en tout cas. Et donc, du coup, il y avait des cercles d'influence d'hommes, des cercles dans différents domaines, mais, en tout cas, à ma connaissance, pas de cercle d'hommes qui compte, en tout cas, qui travaille en tout cas sur la masculinité toxique notamment. Donc, je pense que nous sommes certainement des précurseurs dans cette thématique-là, dans des cercles d'hommes qui se réunissent pour traiter de leur vécu, de leur traumatisme, déjà entre eux, en non-mixité. Ok. Alors, bien sûr, la question que tout le monde se pose, qu'est-ce qu'un cercle d'hommes? Pour cela, vous devrez désactiver Alors le là, mode... on s'excuse. Alors, toutes mes excuses, et pourtant, j'ai mis un mode. Alors, je m'excuse pour ça, donc je répète ma question, désolé. Il y a bien goûté au frère. Oui, voilà la preuve que les portables, malgré certaines options, se permettent tout et n'importe quoi. Donc, veuillez m'excuser pour ça. Donc, oui, qu'est-ce qu'un cercle d'hommes? Déjà, la forme de cercle, pour que tout le monde soit inclus au même niveau de légitimité, d'accord? C'est pas une pyramide, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de lieutenant, il n'y a pas de nouveau, il n'y a pas d'initié, il n'y a pas de machin truc. Justement parce qu'on essaie de lutter contre ça, le fait de hiérarchiser les choses, c'est un truc qui est mauvais et qui joue contre nous. Il va y avoir des thèmes différents. D'ailleurs, perso, j'aime pas lorsqu'on met un thème avant le cercle. Après, il y a d'autres qui préfèrent lorsque le thème est annoncé, établi. Donc, du coup, c'est démocratique. D'accord. Et c'est des hommes qui se réunissent pour des buts différents. Je vais te donner quel est le mien. Après, vous pourrez dire, ça m'intéresse de savoir quel serait le vôtre. Le mien, en fait, c'est de décortiquer tous les schémas de pensée qui constituent mon rapport avec ma masculinité, puisque je me considère comme étant un homme hétérosexuel. Et je constate en fait qu'il y a des trucs, des modes de fonctionnement que j'ai, c'est pas moi qui les ai inventés, donc c'est pas authentique, c'est de la reproduction. Donc ça vient de quel modèle, frère? Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que je cherche réellement? Donc c'est les hommes vis-à-vis de leur masculinité, et puis il y a un gros sujet des hommes vis-à-vis des femmes. Mais attention, en fait, c'est pas un truc, c'est pas ça le sujet à 100%, les hommes vis-à-vis des femmes. Donc, on se réunit, il y a toujours quelqu'un qui va mettre un gros sujet sur la table, et dis-toi que les 3 heures, 4 heures sont remplies, mais à l'aise, sans problème. Parce qu'en fait, oui. Parce que, si on s'arrête pas, en fait, ça peut durer très longtemps. D'accord? Donc, il n'y a pas de temps précis. Mais en gros, en fait, le but, c'est d'établir un environnement sain où tu peux baisser le bouclier, tu vois, sans qu'il y ait des gars qui vont venir pour t'agresser derrière. Puisque c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on est un petit peu éduqué à ça, surtout quand on était plus jeune. Si tu baisses les boucliers, il y a des gens qui vont essayer de te nuire. Donc, déjà, le but, c'est d'assainir nos rapports entre hommes. Et également, tu me disais, comme on disait, on a déjà fait des émissions avec vous. C'est vraiment également son jugement par rapport à l'autre, par rapport à leur histoire. Vous restez neutre par rapport au cercle, c'est bien ça? Je crois pas en la neutralité, par contre, je crois en la bienveillance. Et effectivement, sans jugement, frère, parce qu'il y a beaucoup de trucs qu'on fait pour essayer de se préserver en fait des attaques des autres gars ou des autres femmes ou des aînés, etc. Et le but, en fait, c'est d'abolir ça. C'est qu'on puisse se présenter tel qu'on est vraiment, c'est-à-dire pas en mode beau gosse, frère, mettre en avant les trucs qui nous mettent pas en valeur, d'accord, mettre ça sur la table, sans qu'il y ait des gars en fait qui viennent pour s'en servir contre toi. Ça c'est un point qui est super important, parce qu'il y a beaucoup de trucs qu'on fait qui sont pas vraiment nous, il y a beaucoup de parties de nous qu'on cache, et je pense que ça nous empêche de devenir réellement puissants. C'est difficile. Est-ce que c'est facile à gérer la situation? Est-ce que c'est facile à gérer le cercle? Est-ce que c'est facile à gérer
je veux dire, c'est comme une réunion. Pas forcément. Ou pas? Moi, je trouve que c'est exigeant, mais de là à dire que ça n'est pas facile, je dirais pas ça. Par contre, c'est exigeant, frère, parce que il y a des micro-agressions partout, tout le temps. Et si on n'est pas tous éduqués à ça, on va en faire. Parce que tu disais que il n'y a pas de, je dirais, de capitaine, de chef. Il n'y a pas de chef qui suit, comment t'expliquer ça, qui suit le débat. Il n'y a personne il n'y a pas de supérieur dans le débat. Tout le monde, Alors, il y a des Tout le monde rôles. est à la même, tout le monde est à la même échelle. On peut parler des rôles. Par exemple, là, on parle du rôle de facilitateur. C'est la personne qui va... Facilitateur. Facilitateur, c'est pour pouvoir faciliter justement les rapports, la distribution de parole, le fait qu'on se coupe pas la parole, le fait qu'on se juge pas, le fait que tu dises ouais, moi Jonathan j'aime bien le vert, et puis moi je te dis ah non, mais non Jonathan, tu aimes le bleu. Tu vois, parce que ça arrive tout le temps, frère, hein, c'est ce genre de truc là. Ou le fait qu'on remette en question ton style de vie ou tes décisions. Tout ça, c'est des trucs qui sont agressifs en fait. Tu sais pas comment la personne va le prendre. Le facilitateur joue à ça. Le facilitateur sert à ça. Il sert à veiller à ce que les choses se passent correctement et que les gens ne se sentent pas agressés et que les gens ne se mettent pas sur la défensive. Et ça demande justement en fait d'avoir un minimum de connaissances. On dit communication non violente, mais je préfère dire communication bienveillante. D'accord, ok. Donc voilà, donc c'est exigeant parce que surtout les gens qui viennent pour la première fois peuvent avoir des trucs à dire. C'est le moment où ils lâchent en fait. Donc du coup, ils peuvent avoir beaucoup d'émotions en fait qui vont ressortir et ça, faut le recevoir. Justement, il y a moi des hommes qui ne comprenaient pas le terme cercle d'hommes, qui n'ont pas fait de recherche non plus. Parce que sur les réponses, je sais qu'ils n'ont pas fait de recherche et qui pensaient que, enfin, qui ont avant mon explication, qui pensaient que c'était une histoire de, un peu de dévaloriser notre masculinité en fait. C'était comme si on voulait nous féminiser en fait. Ils n'avaient pas trop compris. Donc on avait reçu le riche qui nous expliquait que c'était, si tu me dis si je me trompe, hein, de travailler sur la masculinité toxique, dite toxique. Et justement, il y a Big Up à Naoui qui voulait te poser une question par rapport à ça, qui m'a dit de la poser. Tu dis, est-ce qu'il ne fallait pas, avant de dire masculinité toxique, dire masculinité écorchée? Oui, on peut éventuellement utiliser comme ça. Je préfère le terme toxique parce que ça appuie beaucoup plus sur le fait que ça nuit à d'autres personnes. Et c'est ça qu'on veut contrecarrer. Le fait qu'on développe des traits masculins qui nuisent à d'autres personnes, que ce soit à d'autres personnes de notre genre, donc féminin par exemple, ou que ce soit entre hommes, ou que ce soit envers soi-même. Donc je préfère quand même le terme toxique parce que déjà c'est celui qui est le plus répandu et c'est celui qui répond plus à ce qu'on veut contrecarrer absolument, c'est-à-dire la toxicité finalement du masculinisme en fait. Okay, donc c'est pour ça qu'on utilise le terme toxique, mais dedans on va retrouver effectivement des masculinités qui sont écorchées. Il y en a d'autres, c'est pas forcément écorché, mais qui ne savent, comme il l'a dit, ils sont pas forcément conscients de ce qu'ils véhiculent. Donc du coup, ils vont l'utiliser sans même être au courant en fait qu'ils sont toxiques pour le coup. Même si ils sont pas forcément écorchés, mais ils sont toxiques. Donc c'est pour ça que je préfère utiliser le terme toxique. Vous êtes comme des points de chute alors. Point de chute, c'est-à-dire. Comme point de chute, c'est-à-dire que quelqu'un, comme tu disais, un homme écorché, un homme toxique. Bon. On ne va pas dire quelqu'un d'autre toxique, on ne se ressent pas vraiment toxique, mais les gens qui ont des mots MAUX, ils pourront évacuer avec vous. Alors, attention, ce n'est pas une thérapie qu'on propose. Donc c'est pour ça que point de chute, pas forcément. C'est un espace où tout type d'homme peut venir échanger sur son rapport justement à la masculinité. Maintenant, okay. Il y en a qui ont des mots qui vont venir, il y en a d'autres en fait qui vont être tout simplement curieux en fait de savoir qu'est-ce qui peut se dire. Il y en a d'autres qui vont venir dans une dynamique de formation, d'apprendre en fait qu'est-ce qui dans leur comportement est considéré comme masculin toxique, viril, etc. Donc beaucoup de personnes auront des démarches différentes et nous le but c'est de créer un espace serein où on puisse échanger, pas forcément un espace thérapeutique. Maintenant, on peut traiter les choses selon des aspects justement qui peuvent être thérapeutiques, mais c'est pas ça notre objectif de base. C'est pas
un cercle de psychologues. Justement, depuis que je vous connais, parce que c'est vous qui m'avez appris cette histoire de cercle d'hommes, hein, je ne connaissais pas avant vous, j'ai beaucoup réfléchi par rapport à ça, et puis je fais partie du groupe, hein, je ne parle pas beaucoup, mais je lis tout ce qui est dit. Et justement, comment je peux vous dire ça? En fait, il y a quelque chose que je trouve difficile. Enfin, pour certaines personnes, c'est difficile de se dire, par exemple, je suis toxique. Comme vous expliquiez, on ne le sait pas forcément. Donc, pour adhérer à un cercle d'hommes, est-ce que vous rencontrez des hommes qui vous contactent avant et qui ne viennent juste que pour voir parce qu'ils ne comprennent pas réellement, ou ils ont d'entrée compris que c'est un espace d'échange qui leur est dédié, premièrement, parce qu'il n'y a pas de femmes, hein, nous sommes bien d'accord. Et justement pour parler de tout ce qui est doute, blessures, etc. Mais en toute liberté en fait finalement. C'est pas comme tu l'as dit, c'est pas une thérapie. C'est vraiment permettre aux hommes d'évacuer réellement ce qu'ils ne peuvent pas évacuer en public ou dans la société. Parce qu'en fait, certaines personnes vont se dire mais oui, mais autant que je fasse une grillade avec mes potes et puis on parle. Sauf que ces sujets de conversation là ne se retrouvent pas réellement dans les grillades. Je pense que ça doit être très très rare et je ne sais même pas si ça existe concrètement. Entre 2 bières et 2 twist-poules, ma réponse c'est que nous pas changer ça. Donc je pense qu'il faut, moi de mon côté, grâce à vous, j'appuie sur le fait que c'est un endroit où on ne parle pas de ce qu'on parle à la station en fait, tout simplement. Ouais. Et comment vous recevez, quelles énergies vous recevez par rapport à justement ces cercles d'hommes? Comment les hommes sont curieux, dubitatifs? Il y a un truc sur lequel je voulais arriver avant qu'on développe ce point-là, c'est que oui, c'est un point de chute effectivement, et le but c'est effectivement que les gens se soignent par le truc qui est efficace avec eux, hein, d'accord, de l'art, une thérapie, ce que vous voulez. Mon souci c'est que il y a beaucoup d'hommes qui font ça dans une dynamique individuelle, et lorsqu'ils retournent dans leur cercle social, ça peut pas tenir en fait, puisque le groupe a une autre vibe. Eux, ils se déconstruisent, donc là on amène un autre terme de vocabulaire, mais en fait, si dans leur foyer ou chez eux ou tout seul, ils ont cette attitude-là qui est authentique, quand ils retournent dans le cercle, ça va être compliqué, puisque dans le cercle, ils reprennent leur rôle, ils reprennent des fonctionnements sociaux. Et le but, en fait, c'est que pour que ces déconstructions dont on parle là puissent tenir, puissent aller en profondeur et tenir dans le temps, il faut fréquenter d'autres hommes qui sont aussi dans cette vibe-là de se remettre en question. Okay. Et la toxicité, la masculinité toxique, etc., c'est des termes qui vont activer des tas de mécanismes de défense, puisque les gens vont se dire que voilà, ils sont pas mal intentionnés, ils font pas exprès, et puis toute la masculinité n'est pas toxique, etc. Les gens se mettent sur leur garde lorsqu'on utilise ces termes-là. Mais j'insiste, les gars, sur le fait que le but, c'est de mettre les pieds là-dedans. D'accord ? Le but, c'est de toucher les points de nos modes de fonctionnement qui sont effectivement toxiques. Donc c'est totalement normal que les gens soient dérangés au début et puis ensuite ça passe tranquille, une fois qu'on prend le temps d'expliquer. C'était quoi ta question du coup encore? En fait, comment vous recevez les hommes viennent de manière curieuse, oui, ou ils sont un peu dubitatifs avec ça, ils comprennent pas, parce qu'en fait, moi quand je parle de cercle d'hommes, direct les gars voient, enfin certains en tout cas, voient quelque chose qui se confronte à leur virilité, par exemple. Il y a tout un tas de profils et les gens viennent pour des choses différentes. Comme je t'ai dit, moi je sais pourquoi je suis là. Après, du coup, vos réponses m'intéressent toujours. Mais en fait, les cercles d'hommes, c'est vaste. Moi, je sais où est-ce que je veux aller. Après, en fait, encore une fois, je vais pas me mettre au-dessus du truc pour tirer les gens avec moi. J'espère que dans les cercles d'hommes, je vais trouver des hommes qui sont dans la même vibe et qui ont le même objectif que le mien. D'accord ? Mais ensuite, en fait, il y a d'autres gars qui viennent pour la paternité. D'autres gars qui viennent pour parler de problèmes de peine de cœur. D'autres gars qui viennent pour parler de problèmes qu'il y avait eu à l'école, etc. Okay ? En fait, les sujets sont différents, mais tant qu'on décortique notre façon de vivre les choses en tant qu'homme, c'est bon, en fait. On fait le taf pour lequel les cercles sont là. Alors, vas-y, excuse-moi. Non, je voulais savoir le profil type des participants des cercles. Il n'y en a pas, en fait. Déjà, franchement, on n'a pas encore eu accès à des gars qui pensent qu'il ne faut pas faire de cercle d'hommes. Ça existe, et c'est très clairement une population que je vise, mais comme justement, ils sont dans la fuite, ils viendront pas.
Généralement, c'est des gars qui se rendent compte qu'il y a des problématiques masculines, des gars qui se rendent compte que la paternité, il faut vraiment qu'on en parle, des gars qui ont eu des problèmes avec les femmes, qui voudraient en discuter avec d'autres hommes, des gars qui commencent à ressentir qu'il y a des injonctions là, masculines qui sont un peu lourdes à porter, et puis des gars qui viennent parler des conditions de vie martiniquaises. Ça aussi, c'est extrêmement important. Sociétal ? Ouais, sociétal martiniquaise, de l'homme martiniquais, en se différenciant par exemple de l'homme français continental, et qui viennent pour parler de ça, par exemple. Tu vois, mais c'est très hétéroclite. Mais pour répondre, tu voulais dire quelque chose? Oui, c'est que le profil majoritaire, ça va être celui qui est déjà en cours de déconstruction. Donc il y en a, tu as une échelle en fait, et tu as ceux qui sont le plus possible déconstruits, et tu as ceux qui sont au début de leur déconstruction. C'est ce profil-là qu'on va retrouver, des gens qui sont déjà dans la perspective de se déconstruire par rapport à cette thématique-là. Par contre, comme le disait Mathis, il n'y a pas de sceptique. Il y en a peut-être un qui est venu, il n'est pas resté longtemps, mais il n'y a pas vraiment de sceptique, de personnes qui n'y croient pas et qui vient juste pour voir en fait qu'est-ce qui se dit ou contrecarrer ce qu'on pense ou ce qu'on exprime. Donc pour l'instant, on n'a pas retrouvé ce type de profil-là. On verra, comme il disait, comme on sait qu'ils sont dans la fuite, je ne pense pas qu'ils viendront, ou alors ils vont nous, nous jauger ou nous tester qu'on ne sera pas dans les cercles d'hommes. Ça fait combien de temps encore non, on ne l'a pas dit, je crois. Ça fait combien de temps qu'il y a des cercles en Martinique? Alors, nous, en tout cas, on a commencé en mai de l'année dernière. Mais 2021, alors. Voilà, ok, d'accord. Ouais, Ok. je réponds à ta question parce que tu nous as demandé. Moi, en fait, depuis que je suis devenu papa, je me suis retrouvé en difficulté assez rapidement. Pour X raisons, il y a des choses que je ne maîtrisais pas. Et j'ai dû me faire une marche arrière phénoménale pour essayer de me comprendre moi. Et dans toute cette marche arrière, avec les émissions de Papa Paginité et tout ce qui m'arrivait, en fait, j'ai compris que même, je ne maîtrisais même pas ce que les hommes... comment je peux dire ça? Je ne maîtrisais pas les hommes, dans le sens où je pensais qu'on pensait quasiment tous de la même façon. Je dis bien quasiment tous. Et Papa Paginité, mes aventures, nos discussions, etc., il est père avant moi, par exemple, donc j'allais facilement vers quelqu'un qui avait un peu plus d'expérience que moi en termes de parents. Et de fil en aiguille, j'ai compris qu'il fallait que je pousse ma réflexion sur les relations. Homme, alors on commence par moi, les relations que j'ai moi avec d'autres hommes et avec des femmes aussi, et ainsi de suite. Donc voilà, je suis très dans le relationnel et j'essaie de comprendre. Donc je préfère plus écouter, par exemple, que de parler. Parce que j'étais persuadé de connaître énormément de choses, et en vous rencontrant ainsi que d'autres invités, etc., j'ai compris que finalement, non, je pataugeais un peu. Je pataugeais dans une bulle qui était là, que j'avais moi-même formée, en fait, tout simplement. C'était une sorte de bouclier qui ne laissait pas rentrer n'importe qui, etc. Mais ça ne m'aidait pas plus que ça, en fait. Donc, d'où Papa Paginité aujourd'hui, pour vraiment accorder la parole à tout le monde, les écouter et mieux comprendre mon environnement, en fait. Donc, c'est comme ça que je vois un cercle d'hommes, en fait, pour moi. Ok, ça y est. Ok. Tant mieux. Continue. Ah non, quoi, tu ne veux pas le dire? Pas te le dire, nous là. Comment je vois le cercle d'hommes? Oui. Au commencement, tu vois, quand je vous écoute, je me disais, est-ce que on peut parler de ça avec sa compagne? Mais en même temps, si on a des difficultés à communiquer avec son entourage, c'est bien de parler avec des gens qui pourraient nous comprendre, qui pourraient nous donner des idées. Donc je pense que, parce qu'on peut, comme on disait aussi, on peut parler avec certains amis, on va parler près de la station, tu parlais de grillade tout à l'heure là, mais les discussions seront souvent redondantes, ça sera souvent football, femmes, alcool, soirée, la fête. Et ce ne sera pas forcément des discussions dans la profondeur et dans l'élévation aussi, et pour avoir des pistes de réflexion pour pouvoir savoir sur quoi on pourrait s'améliorer. Et moi, je pense qu'à travers, comme tu disais, à travers nos discussions, et comme je sais que vous faites un gros travail, et puis votre réflexion aussi, donc j'ai vu les choses autrement par rapport au cercle d'hommes, par rapport à l'amélioration, et puis par rapport aussi, pour franchir une certaine maturité aussi. Ok.
Ouais. C'est lui qui pose des questions. C'est pas vrai. Comment vous percevez les... Ah, tu voulais poser une question, pardon. Non, c'est bon, vas-y. Alors, Moi, je voulais comment- savoir ce que Ulrich veut Ah ben faire. voilà, ici. ben oui, pourquoi pas. Ah ouais, Allons-y, oui. faisons un tour de temps. Oui, pourquoi pas. La dynamique de départ, c'est de réparer les traumas. C'est ça qui m'anime, en tout cas, quand je fais du militantisme, quel que soit le domaine, c'est de réparer des traumas. Donc, je pars du principe que nous, société martiniquaise, on est très, très influencés par nos traumatismes. C'est vraiment eux qui nous poussent, que ce soit à agir, je dirais même plus réagir qu'agir, justement. Et donc, pour moi, en fait, c'est cette compréhension du fait qu'on a ces traumatismes-là qui m'a poussé à créer des cercles de toutes les façons pour parler de ces traumatismes-là. Et évidemment, quand j'ai fréquenté en fait des milieux afroféministes en région parisienne, et c'est là que j'ai compris effectivement que j'avais des comportements qui étaient toxiques, inadmissibles, dérangeants, et que là, du coup, je me suis dit, ok, il faut que je fasse ce travail-là sur moi-même et mes propres traumatismes. Et après, effectivement, au fur et à mesure des recherches, se rendre compte qu'on a des choses en commun qu'on partage et qui nous sont nocifs, donc il faudrait qu'on les traite dans ces espaces sereins. Donc, c'est ça la dynamique qui m'anime, en tout cas dans les cercles, c'est de pouvoir épargner nos traumatismes. Tu as participé à des cercles de femmes, j'ai pas compris. Non, j'étais dans les milieux afroféministes, c'est-à-dire que en tant que panafricain, ça nous arrivait de faire des événements avec des afroféministes. Donc d'abord, on se découvre en fait. D'ailleurs, très souvent, c'est du clash au départ. Et ensuite, ma curiosité a fait que je voulais en savoir un peu plus. Et du coup, je suis devenu ami en fait avec des afroféministes qui m'ont appris certaines choses sur le milieu. Ensuite, j'ai commencé à lire, donc je me suis renseigné. Et en fait, jusqu'à aujourd'hui, j'ai 3 ou 4 amis en fait afroféministes avec qui j'échange sur les questions du patriarcat. Ça a dépassé le phénomène de clash parce que tu es resté sur tes positions, tu es resté devant elle, ou c'est ta curiosité qui a poussé l'ouverture. Je m'explique, tu parlais de clash. Bon, des fois, il y a des clashs, hommes-femmes, voilà. Ça passe, c'est-à-dire chacun va dire ce qu'il pense et puis basta. Chacun part à gauche et à droite. Est-ce que c'est parce que toi, dans ton mécanisme, en fait, tu te dis non, il faut dépasser ce cap? Ouais. Parce que souvent, dans nos luttes, je place ça là, parce que je pense qu'il faut le dire aussi, dans beaucoup de luttes, je constate, moi en tout cas, qu'on a beaucoup de mal à dépasser des caps. Surtout les caps du constat. On fait des constats, on se clash, ok, puis boum, basta. Après, on passe à autre chose, etc. Mais jamais un pas de... Enfin, non, pas jamais, rarement un pas en plus, quoi, pour aller plus loin. Donc, comment... C'est venu de toi ou c'est... Voilà, c'est quoi? C'est toi... le clash n'était pas assez puissant pour s'en arrêter là, quoi. Alors en fait, c'est un fonctionnement que j'ai acquis qui veut que je suis responsable de tout ce qui se passe. Quel que soit ce qui m'arrive, j'en suis responsable. Donc, à partir de là, quand il y a eu ces clashs-là, et justement des échanges violents, je ne m'arrête jamais à la violence du propos. Et je me dis toujours, ok, qu'est-ce qui a fait que j'ai déclenché ça? Qu'est-ce qui a fait dans ce que j'ai dit ou Tu mon pousses la comportement? réflexion. Voilà. Ce qui fait que je me suis jamais justement, quel que soit d'ailleurs, je m'arrête jamais au clash au moment donné parce que je sais que ça peut monter parce qu'on n'est pas forcément dans les bonnes dispositions mentales ou psychologiques pour avoir un discours serein. Et donc à partir de là, je me suis posé des questions. Et en fait, je me suis rendu compte que, ne serait-ce que moi dans mon comportement, en y retournant et en voyant d'autres hommes se comporter comme je m'étais comporté, j'ai compris en fait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans mon comportement déjà. Et donc à ce moment-là, effectivement, j'ai poussé un peu plus l'analyse et j'ai cherché à comprendre effectivement. Et comme tu l'as dit, en écoutant déjà, en arrêtant de parler et en restant là, en écoutant. C'est pas ton milieu, c'est pas ton domaine, t'es pas un expert dedans. La moindre des choses, c'est que quand tu vas dans ce type d'événement, tu écoutes en fait. Tais-toi. Voilà. Tais-toi et puis écoute. Vous êtes à combien d'organisateurs? Vous êtes que 2 ou bien vous êtes entre parenthèses dans le bureau de l'organisation des cercles d'hommes? Justement, on lutte contre on lutte contre cette idée de bureau justement. C'est-à-dire qu'on a lancé une initiative et maintenant on cherche à ce que ceux qui participent au cercle d'hommes puissent eux-mêmes en fait initier des dynamiques dans les cercles d'hommes. Par exemple, Arjuna nous a rejoint juste après l'idée qui a été lancée. Et aujourd'hui, Arjuna en fait lance des propres cercles qu'il fait. Il en faisait déjà et en fait avec nos cercles d'hommes en fait, il fait ces cercles qui sont liés un peu plus à la spiritualité. Donc on lutte justement contre cette affaire de bureau. On n'a pas de bureau. Il y a 2 personnes qui ont lancé une initiative et maintenant on fait en sorte que ça prenne en fait, que la mayonnaise prenne et que ça puisse avancer
aussi sans nous. Et ça prend. C'est ça, il n'y a pas de bureau et tout, les gars. En fait, étant donné qu'on vient tous pour des raisons différentes, les gens vont être sensibles à des formats de cercles différents. Donc forcément, si moi j'ai mes préférences et que je fais pas le format qui va aux gens, ben en fait, il y aura beaucoup de gens qui seront malheureux. Là, le but, c'est que tout le monde retrouve ce sens de l'initiative. Encore une fois, en fait, la structuration hiérarchique fait qu'il finit par avoir des têtes et que les têtes finissent par avoir tous les problèmes de la corruption liés au pouvoir, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à se considérer comme plus légitimes que les autres, c'est une erreur. Les anciens plus légitimes que les plus jeunes, les hommes plus légitimes que les femmes, les gars plus clairs de peau plus légitimes que les gars plus foncés de peau, les gars plus costauds plus légitimes que les gars plus menus, etc. Tout de suite là, en fait, il faut casser ça. Et c'est des trucs, finalement, tu te rends compte que c'est plus ou moins bien implanté dans nos esprits, donc ça veut dire qu'il faut faire le boulot pour désinstaller ça, en fait. Donc, les gars peuvent lancer leur sujet, faire des invitations au cercle d'hommes, puisque c'est pas dans un endroit fixe. Ça peut très bien être au milieu de la savane, tu vois, avec des chaises, etc., machin, deux, trois glacières, et puis voilà. Hein, avec les iguanes aussi. Avec les iguanes. Tu parlais de la sûr, savane. Frère, c'est des cercles d'iguanes. Et le but, c'est que chacun y trouve son compte, d'accord ? Sachant que je préviens quand même, et j'insiste sur le point que le fait que le point, c'est de lutter contre le sexisme structurel en Martinique, au sein des familles, au sein du mouvement militant, dans la société globalement, parce qu'il existe, d'accord ? Et quel que soit le sens dans lequel il va, il y a de la misogynie et de la misandrie. Le but, c'est de renforcer la société martiniquaise, c'est-à-dire que déjà, entre hommes, on puisse se parler réellement, pas parler de bière, de foot, etc., machin, se parler réellement, d'accord ? C'est-à-dire que tu puisses dire à un gars comment tu vas, franchement, c'est quand on te demande comment ça va et que tu dis que ça va, parce que oui, panipucci. Qu'on puisse réduire un petit peu ça et qu'on puisse dire aux gens comment ça va, franchement. Qu'on soit vrai. Oui, qu'on soit vrai et authentique. Parce qu'en fait, c'est totalement nécessaire. Parce que sinon, c'est encore des mécanismes qui morcellent la société, en fait. Et tu vois que vous savez que les hommes ont la fâcheuse tendance à s'isoler dans leur grotte. Ben, le but, c'est d'essayer de limiter ça. D'accord ? Pas forcer les gens à tout le temps raconter à tout le monde c'est quoi leur problème, mais qu'au moins, ils puissent augmenter leur nombre d'alliés autour d'eux. Vous avez constaté qu'avec l'âge, les hommes ont tendance à s'isoler, tu sais. On a infiniment moins de camarades aujourd'hui qu'on en avait quand on était plus jeune. Et puis aussi, on parle moins. Et ça, c'est un truc qui est mauvais. Ça participe à la différence de mentalité entre les hommes et les femmes. Le fait que les hommes prennent moins soin de leur santé, le fait que les hommes parlent moins de leurs problèmes et qu'ils attendent plus longtemps que ça empire plus avant d'en discuter. Ben, ça veut dire se mettre en danger, en fait. Le but, c'est de remédier à toutes ces choses-là, entre autres. Messieurs, en quoi je sais pas, on en a déjà parlé, en quoi la virilité est-elle un piège pour vous ? Est-ce que c'est un piège pour vous ? Évidemment. Déjà, la virilité. Oui, alors, il faut faire la nuance, c'est-à-dire que la virilité en elle-même n'est pas un piège. La virilité qui devient l'essentiel de la vie d'un homme, oui, ça c'est dangereux. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que... Déjà, définissons. Oui, effectivement. Donc la virilité, en fait, c'est l'ensemble des qualités qu'on reconnaît à l'homme. Qu'on reconnaît à un homme, on reconnaît certaines qualités, donc le courage, la fermeté, la vigueur, la force. Donc c'est toutes ces choses-là, en fait, qui le positionnent en tant qu'homme. Bon, maintenant, c'est que on considère que le piège, c'est de poursuivre absolument, de façon totale, en fait, cette virilité. De faire en sorte d'être un homme totalement fort, totalement endurant, totalement courageux, totalement caverneux, etc. Mais est-ce que ça existe déjà ? Être totalement... Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un piège, c'est-à-dire que ça n'existe pas. Donc on va toujours chercher à nous développer des héros, en tout cas, qui vont réunir toutes ces qualités-là, mais ce ne seront que des fictions. Ça va être Batman, ça va être Superman, ça va être des gens qui n'existent pas. Ou alors on va essayer de d'essentialiser des gens qui ont existé en disant qu'ils étaient totalement ci, totalement ça. Alors en fait, on se rend compte que non. C'est pas possible, en fait. C'est pas naturel, en fait, d'avoir que des traits virils, que ce soit chez l'être humain que dans la nature. C'est une recherche de perfection d'une certaine manière ? Oui, exactement. C'est-à-dire que le système qui est au-dessus, l'organisation sociale qui est au-dessus, qu'on nomme le patriarcat, cherche à développer des hommes virils.
D'accord? Parce que ces gens-là recherchent leur modèle, ça va être la virilité. Leur fantasme, en fait, ça va être la virilité. Sauf que dans les faits, on se rend compte que cette virilité-là va pousser aussi à plus de violence, va pousser à plus de personnes qui vont se renfermer sur elles, justement. Ça va pousser à être plus sexualisant, donc à sexualiser absolument tout ce qui nous entoure, etc. etc. Donc, nous, ce qu'on recherche, justement, c'est ce que les gens arrêtent de s'identifier à un homme viril et se disent qu'il faut qu'il ne développe que ces traits de caractère-là, que cela, que ces éléments-là, alors que c'est beaucoup plus complexe que ça, et qu'aujourd'hui, après des années en fait de patriarcat, des années de la quête du mythe de la virilité, on se rend compte en fait des conséquences. Comme j'avais pu l'expliquer dans une émission de radio, ce sont plus les hommes qui tuent d'autres hommes, ce sont plus les hommes qui font des accidents de voiture, ce sont plus des hommes qui sont violents dans la société, ce sont plus des hommes qui sont dans les centres pénitentiaires. Donc en fait, c'est tout ça, en fait, c'est des constats-là qui font qu'il faut qu'on arrête, en fait. Il faut qu'on arrête de chercher ce mythe de la virilité-là, qui nous pousse à être productivistes dans ce schéma-là, et en fait, qui nous pousse à la mort, finalement. Regarde, si tu veux des exemples bien concrets, on va prendre toutes les valeurs viriles. Alors effectivement, un homme grand plutôt que petit, c'est plutôt l'homme qui est grand qui est viril, d'accord? L'homme doit être grand. Ben, si jamais tu es pas de la bonne taille, tu vas déjà avoir un problème, en fait. Faut voir si lorsque tu as intégré les choses, comment tu vas le vivre. Donc là, tu vas développer des complexes. Donc ça, c'est toi et toi-même. Mais aussi, il va aussi falloir regarder comment ça va se passer avec les gens qui constatent que tu corresponds pas au code. D'accord? La force, ben, si jamais tu n'es pas le plus fort du groupe, va falloir voir comment tu le gères toi-même et comment ça va se passer, comment on va te traiter. Et vu que les injonctions font que si jamais tu es en haut, tu auras plus de considération et de respect que quand tu es en bas, ben, si tu es petite taille, que tu manques de force, c'est mal barré. Ensuite, il faut que tu aies le mépris de la faiblesse et de la douleur. Donc à partir du moment où tu es quelqu'un qui reconnaît lorsqu'il a mal physiquement ou mentalement, c'est mal parti. Donc tu es considéré comme faible. Oui, c'est de la faiblesse. Et alors la faiblesse, il n'y a pas de souci, hein. On a tous des passages, on a tous des trucs dans lesquels on est moins bon que d'autres, mais la faiblesse est méprisée dans les codes de la virilité, puisqu'elle signifie la mort. D'accord? Tu vas avoir, je ne sais pas moi, tu vas devoir avoir une musculature très développée, l'Apollon, etc. Et développée. Et lorsque tu as franchi les 35-40 ans et que ton niveau de testostérone baisse légèrement et que du coup, alors que quand tu avais 20 ans, tu faisais 40 pompes, tu ressortais musclé comme jamais, alors que les 40 pompes, tu les fais à 40 ans, ça te fait moins de muscles, puisque tu as moins de testostérone. Ben en fait, il va falloir voir comment tu le vis. Le rapport par rapport à ça? Voilà, tu vois, en fait, le fait de refuser que ton corps change, etc. En fait, le fait de refuser que tu sois toi-même, en fait, en réalité. La virilité, c'est le courage. Et le courage, c'est avoir peur, mais y aller quand même. Hein. Sinon, c'est la témérité. Mais en fait, les deux sont mélangés. CF, encore une fois, hein, la warrior sur l'autoroute sans casque. Voilà, ce n'est pas du courage, c'est un comportement à risque et c'est un truc qui est mis en valeur alors que en fait, les gens se tuent en faisant ça en fait. Il y a plein d'autres trucs comme ça. Tu prends tous les critères de la virilité, bien dosé, ça peut très bien fonctionner et en fait l'arnaque c'est que tout le monde en fait, homme comme femme, peut réunir ces critères-là, sauf que ce sont des choses qu'on prête aux hommes et aussi auxquelles on nous soumet, c'est-à-dire qu'en tant qu'homme, on est obligé de faire ça. Et si on n'y est pas, on est moins des hommes. Mais c'est cultivé également. Quand j'entends ça, moi je vois des films comme Fast and Furious, je vois plein de films où c'est cultivé, genre cette virilité, celui qui va aller plus vite, que, genre tu dois passer dans un virage où même une souris ne va pas passer, ben, ils vont passer quand même, tu vois, pour pouvoir démontrer que je peux passer. Et donc c'est quelque chose de très très, genre c'est cultivé par la société, c'est cultivé par le cinéma, c'est cultivé par beaucoup de choses. On a tous fait des trucs risqués quand on était jeune, qu'on ne ferait pas aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on dit que ce sont des injonctions qui peuvent en tout cas contribuer à notre malheur finalement. Et maintenant, l'intérêt c'est de pouvoir reconnaître en fait ce qui vient et qui nous est bénéfique en fait dans cette virilité-là. Tout n'est pas à jeter dedans en fait, mais c'est de pouvoir constater qu'est-ce qui nous fait du bien à nous et qui fait du bien aussi aux gens qu'on fréquente et qu'est-ce qui est nocif pour nous. Donc comprendre ces codes-là et se dire ok, celui-là,
J'ai pas besoin, en fait. J'ai pas besoin d'être courageux parce que ça m'a rien. Ça Mais m'a c'est mené à rien. difficile quand même en Martinique, hein. Évidemment. Parce que parce qu'en Martinique, on va dire que ça, ou c'est Tidoudou, ou c'est ci, ou c'est ça. C'est quand même dit, dans la vie de tous les jours, quand on parlait de, je ne vais pas dire de relations toxiques à l'extérieur, mais c'est quelque chose qui est cultivé de manière perpétuelle. En fait, on est souvent en confrontation. On est souvent en confrontation. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais qu'un homme qui fait cette dynamique-là de façon solitaire, une fois qu'il va retourner dans le groupe, en fait, il va subir la répression. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut le faire en groupe. Ça, ce travail de déconstruction, et avoir vraiment un noyau dur d'hommes qui progressent en fait et qui se maintiennent dans la remise en question de ces codes-là. Parce qu'en fait, en solo, ça fonctionne pas. Le groupe te resoumet. Et justement, quand tu parles de la confrontation, c'est le but aussi. C'est-à-dire qu'au-dessus de donc la virilité qui est organisée dans un système qui s'appelle le patriarcat, et au-dessus de tout ça, tu as le libéralisme, néolibéralisme, capitalisme, on l'appelle comme on veut, mais c'est cette recherche de productivité. Le but, c'est que des êtres humains s'affrontent. Quel que soit le domaine, c'est qu'ils s'affrontent. Donc là, pour le coup, ça va être que des hommes, effectivement, vont s'affronter entre eux pour être le meilleur, pour arriver justement au sommet de la pyramide. Mais le principe même d'une pyramide, c'est qu'il y a de moins en moins de monde, que tu te retrouves justement solo au sommet. D'accord ? Et en fait, ça veut dire que tu es toujours en guerre. C'est de la compétition. Oui, toujours. Mais sauf que cette compétition-là, quand elle est essentialisée, elle est néfaste. Parce que tout le monde ne peut pas être gagnant. C'est pas anciennement qu'a fait méchant. On connaît justement ce proverbe-là, justement. Donc, maintenant, c'est de comprendre justement cela et de se dire, ok, est-ce qu'on reste dans un monde où on va rester en compétition, où on va s'entretuer, où on va même, du coup, s'en prendre à la nature parce qu'on va aussi la dominer, ou est-ce qu'on rentre dans un cycle où on se dit que non, il faut préserver tout ça, on fait partie nous-mêmes de cette nature-là, donc il faut qu'on change nos comportements. Donc il y a certains codes qu'il faudra affronter. Et justement, comme il le disait, c'est ce qui est souhaité, c'est d'avoir un effet de masse. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on montre qu'on peut développer d'autres codes de masculinité qui seront beaucoup moins toxiques et justement un peu plus authentiques, qui vont faire qu'on va rentrer dans ce moule-là où on va justement s'entraider, être beaucoup plus solidaire et moins dans la confrontation. Même pourquoi pas plus solide finalement. Oui, parce que si on arrive à travailler en groupe, se comprendre, etc., les mécanismes sont peut-être beaucoup plus fluides. Ce qui fait que même pour se protéger, par exemple, le bloc va se protéger face à une menace, quoi. Ouais, je comprends. Moi, par rapport à ce que j'entends que la virilité, c'est quand même paramétré, en fait, finalement, parce que vous avez parlé de certains critères, donc la force, etc. En même temps, on a parlé de faiblesse. Ça veut dire que dans la virilité, c'est clair que quelqu'un qui pleure n'est pas bon, enfin, etc. Or, pleurer n'est qu'une façon d'évacuer quelque chose qui est pesant, en fait. Ça n'est pas censé décrédibiliser la valeur de l'homme, quoi, en fait. Là, tu es en train de parler notamment, par exemple, de répression émotionnelle. Donc, la répression émotionnelle, c'est lorsque tu nies, en fait, tes émotions, que tu ne les reconnais pas, sauf que l'émotion, elle t'a fait coucou, en fait, tu l'as pas reconnue. C'est pas parce que tu l'as pas reconnue que ça va pas faire d'effet, en fait, tu vois. Et justement, c'est là, en fait, que tu deviens réellement fragile. C'est lorsque tu n'es pas capable d'écouter tes émotions et de réagir en fonction, de façon fluide, en fait, de façon liquide, tu vois. T'es un petit peu comme une carapace, sauf que la carapace, elle se brise, tu vois. En fait, le but, c'est qu'on passe de ce mode d'existence masculin où tu vas nier tes émotions, leur tourner le dos jusqu'à ce que ça te pète au visage, en fait, à un mode, en fait, de fonctionnement humain où tu écoutes tes émotions et où tu prends soin de toi, tout simplement. Moi, mon but aurait été que, effectivement, les gens se soignent, les gens aillent voir le psychologue, comme je vous ai dit. Ils font ce qu'ils veulent, mais par contre, qu'ils le fassent. Et là, en fait, on est plutôt dans un mode de fonctionnement où on va nier les choses. On va retarder le plus tard possible, et puis après, on finit à l'hôpital, ou tu vois, ou après, on développe une névrose ou un truc qui va pas du tout. La répression émotionnelle, ça fait partie des trucs, vraiment des chantiers principaux sur lesquels on doit travailler, parce que ça fait partie des trucs qui nous comptent beaucoup, beaucoup. Ouais, mais on est quand même dans une société martiniquaise où même pour aller voir le médecin, les hommes, ils ont du mal à aller voir le médecin, encore plus mal pour aller voir un thérapeute aussi. Hein. Ça dépend si c'est pour un arrêt de travail, il y aura aller. Je pense, évidemment, et c'est justement ce contre quoi on veut lutter. On veut justement amener de plus en plus les hommes à le faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce qu'on reste dans cette situation-là? On va rester malade comme des chiens jusqu'à notre retraite. Une fois la retraite arrivée, il nous restera 1 ou 2 ans à vivre puisqu'on se sera tellement négligé.
où justement on arrive à une situation où on prend soin de soi sans écouter les dictats qui viennent de l'extérieur. Et ben voilà, si j'ai quelque chose, je vais voir un psychologue ou bien un psychothérapeute, un psychanalyste, quelqu'un en tout cas qui va m'aider. Je pense que on constate en fait que ça nous est beaucoup plus néfaste que ça nous est bénéfique. Si ça nous était bénéfique, ça nous permettait de vivre 120 ans dans un bonheur extrême. On aurait dit ok, ben laisse tomber, on n'aurait même pas fait de cercle d'hommes. Mais on constate bien en fait que ça nous pose problème. Donc au bout d'un moment, il faut agir justement. Et nous, notre principe, c'est d'agir ensemble. Maintenant, il y a aussi le fait que ça nous aliène en fait, le fait cette virilité-là. Au cours de ma construction, je me suis rendu compte effectivement que moi-même déjà je faisais des choses par rapport à parce que la société voulait, comment elle voulait que je réagissais comme ça. Je me suis déconstruit au fur et à mesure, mais jusqu'à maintenant, j'ai des potes qui ont développé ces codes-là pour plaire en fait. Oui. Ne serait-ce que ça. Mais sauf qu'au bout d'un moment, comme il disait, quand les codes disparaissent, quand tu dépasses la quarantaine, qu'est-ce qui va te faire rester? C'est tes muscles que tu n'as plus, ou bien tout ce schéma-là, toute cette harmonie que tu auras créée autour de toi, qui va faire que, par exemple, quelqu'un d'autre va rester ton ami ou ton amant ou quoi que ce soit. C'est ces choses-là aussi qu'on veut déconstruire pour que les gens arrêtent d'être dans le schéma où ils répondent à des dictats, à la société, plutôt que de répondre à leurs propres besoins, en fait. Si tu as envie de pleurer et que tu en as besoin, ben pleure. Et personne ne va... Les gens vont te juger, mais en tout cas, tu seras assez capable de te dire, je m'en fous, en fait, de ce que les gens... Voilà, c'est mon émotion, à ce moment-là, j'ai envie C'est s'assumer totalement, quel que soit le regard de l'autre. Exactement. Moi, ça me rappelle une petite anecdote. J'étais sur un lit d'hôpital à une période de ma vie, etc. Et en fait, il y avait des malades comme moi qui étaient plus âgés que moi. Et c'était incroyable de voir à quel point ils étaient grincheux et négatifs, en fait. Et en fait, dans cette phase de maladie, en fait, plus tu es grincheux et gris, plus tu t'aides pas, en fait. Parce que plus tu accélères en quelque part ta mort, en fait. Parce que tu n'acceptes pas d'être malade, tu n'acceptes pas, tu revois ta vie un peu. Et puis, il y avait quelque chose qui m'avait marqué, c'était le fait qu'ils ne reçoivent aucune visite. Mine de rien, depuis que vous me parlez de cercle d'hommes, je revois ces scènes-là et je me dis... Parce que ma mère me disait un jour, je lui disais, maman, mais ce monsieur-là, il n'y a personne qui vient le voir, personne. Et elle me disait, oui, mais tu sais pas ce qu'il a transcrit dans sa vie, en fait, qu'est-ce qu'il a transmis ou pas. Peut-être qu'il était méchant, et du coup, maintenant, c'est aujourd'hui, sur le lit d'hôpital, qu'il est en train de réaliser que ce qu'il a fait a forcément eu un impact et des effets, en fait. Et là, c'est lui qui le subit encore plus gravement parce qu'il est sur un lit d'hôpital qui lui annonce sa fin, en quelque part. Donc, non, je comprends. Ouais, Et comment vous percevez les hommes martiniquais, selon vous? Quand vous regardez votre société, là, comment vous les sentez? Vous sentez qu'on est super toxique ou bon, ça dépend? Alors moi, un truc auquel je tiens, c'est reconnaître qu'on est différent. C'est très important parce que ça fait partie des points de compréhension de l'authenticité et du fait que justement, en fait, il faut favoriser la différence, le fait qu'on soit tous différents. Et arrêter de dire que les hommes sont comme ci et que les femmes sont comme ça. Puisque si nous, on est aussi différents entre nous, et on l'est, les femmes sont aussi différentes entre elles. Alors du coup, en fait, pourquoi est-ce qu'on catégorise par sexe de façon aussi binaire, en fait, aussi absolue? Je pense que c'est un piège. Donc du coup, en fait, les hommes martiniquais sont différents. Voilà. Ensuite... En quoi se caractérise cette différence? Comment? En quoi se caractérise cette différence? Tu te dis qu'on est différent. On n'a pas les mêmes modes de fonctionnement, on n'a pas les mêmes... Comparativement à qui? On n'a pas... la question, c'était les hommes martiniquais. Oui, non, mais tu dis différence, mais différent par rapport à quel pays? Non, on est différents entre nous. Ah, différents entre nous, ok, d'accord. On est singuliers. Ok. Et du coup, la deuxième chose... c'est que je considère que la Martinique est une société traditionnelle en opposition à des sociétés plus progressistes comme dans les grandes villes. Donc du coup, les mœurs sont un poids. Là, en Martinique, effectivement, les schémas de répétition, les schémas d'imitation sont un petit peu plus présents. Il y a beaucoup de mimétisme. Oui, et les personnes qui sont plus singulières, donc qui échappent en fait à ces schémas-là, sont discrètes ou s'en vont. Tu vois? Alors que dans une grande ville, tu vas voir beaucoup de personnes, il va y avoir beaucoup plus de niches différentes en fait. Les gens qui se sont trouvés ont de meilleurs moyens pour se réunir.
D'accord, ok. Tu vois. En Martinique, je trouve que les hommes qui sortent beaucoup du lot sont plutôt isolés et entre guillemets invisibles. Voilà. Isolé et invisible. Oui, isolés et Ouais, invisibles. c'est-à-dire que le fait de ne pas faire comme la majorité, en fait, tu n'es pas vu comme quelqu'un de normal ou puissant. C'est moi qui utilise ce Tu terme. n'es pas dans le coup. On va te dire, voilà, on va dire que tu es anormal, tu es fou, mais c'est ni un tchac, tu vois. Ok, ok. On va, j'ai plus compris. on va plus te dénigrer parce que tu ne fais pas ce que. Que ce tout que le la monde pense, majorité. en fait, Ok, tu vois. d'accord. Voilà. Ok, Et j'ai puis compris. pour terminer, les gars, on a notre mission civilisationnelle à accomplir. On a des problématiques coloniales, on a des problématiques racistes, on a des problématiques sexistes, et il faut qu'on règle ça. Ce sont nos problématiques. Alors il y a des trucs qui sont communs avec d'autres hommes de par le monde. Mais on a quand même nos spécificités et il faut qu'on assume en fait cette tâche-là. D'accord. Moi, je disais que c'était difficile pour un homme de. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, de se dire je suis malade. C'est compliqué. Ouais, Moi, c'est en vous écoutant que je vais dire bon, je vais réfléchir sur moi-même. Ou quand je vis quelque chose de dur, bon, ben peut-être que je vais à un moment donné, je vais me retrouver face à moi-même et je vais me dire bon, ouais, peut-être que j'ai merdé quelque part, tu vois. Mais j'ai du mal à imaginer des gars là venir et puis me voir et puis me dire Fier, j'ai un tchac. Tu vois? Je ne veux pas forcément utiliser ce terme, mais le vrai message, c'est ça. Maintenant, depuis qu'on a papa géniteur, etc., effectivement, ça facilite le contact, parce que effectivement, maintenant, j'ai des frangins qui viennent et qui me posent une question. Ils recherchent de l'aide, quoi. Ils recherchent de l'aide et comme ils savent que je fais cette émission, ils se disent que je peux sûrement les aider ou peut-être les aider. Maintenant, moi, quand je ne sais pas, je les oriente vers d'autres hommes. Donc, ça, en quelque part, ça rassure. Donc Olivier, le Ça rassure. psychologue ou le coach thérapeute? Je ne sais pas, il faut leur demander. Non, Je pense qu'ils me voient juste comme un ami qui est susceptible d'écouter un peu plus longtemps que 30 secondes sur un audio. d'accord. Ok. Ça, c'est mon message WhatsApp. Non, donc voilà. Alors après, on est aussi dans une culture qui va beaucoup donner du crédit à quelqu'un à qui on aura donné une légitimité. Soit qu'il aura acquéri, soit qu'il va se la procurer, en fait, cette légitimité-là. Donc effectivement, c'est seulement quand ils sauront que tu t'intéresses à ces sujets-là, que tu animes des cercles à ce sujet-là, que tu vas présenter une émission à ce sujet-là, qu'ils vont plus t'interpeller que si en fait il va juste te croiser à la station et que tu vas prendre une bière qui va pas Le te statut, parler. enfin, t'accordes un statut. Voilà, exactement. Donc Personnalité publique. on est très dans ça. Et justement, comme on disait, c'est des choses contre lesquelles on veut lutter. Mais malheureusement, il faut constater qu'on aime beaucoup ça, cette autorité-là, que telle ou telle pratique peut nous donner. Parce que ça peut nous piéger. Excuse-moi, Jonathan, ça peut nous piéger. Ben, ça- Si je prends un peu la politique, par exemple, c'est compliqué. Les gars, ils ont des statuts et pourtant, on est souvent en désaccord avec eux. Tu vois, donc je me dis, est-ce que finalement, vous qui me connaissez, je vous dis toujours, hein, le statut, moi, je m'y fais pas trop, quoi. C'est pas ce critère-là qui va m'accorder, qui va t'accorder ma confiance, en fait. Alors attention, ça ne veut pas dire que ça sert à rien de se former. Ah non. Ça veut Ah, dire bien qu'il sûr, ne bien faut sûr. pas, ça veut dire qu'il ne faut pas se soumettre à l'argument d'autorité. C'est ça. Ulrich, toi le militant panafricain. Oui, maintenant, on faire attention. C'est bon, il a retenu. Est-ce que tu as eu l'occasion de participer, parce que tu nous parles de tes nombreux voyages en Afrique, est-ce que tu as eu l'occasion de participer à des cercles d'hommes en Afrique? Ça n'existe pas. En tout cas, Ça dans n'existe pas. la région où j'étais, Togo-Bénin, je vais m'arrêter là, ça n'existe pas. Parce qu'on est à 10 000 lieues des débats qu'on peut avoir Donc ici. mais ça vient d'où alors? Parce que moi j'ai toujours pensé que ça venait d'Afrique, Quoi? les cercles d'hommes. Non. Ça vient d'où? C'est, C'est occidental? Alors, sous notre format-là, en tout cas, oui, ça vient c'est les milieux féministes, afro-féministes qui s'organisaient. Afro-féministes. Les deux, féministes et D'accord, ok. afro-féministes, qui s'organisent en non-mixité pour parler de ce type de problématiques. Elles, les concernant, elles, dans leur combat, en fait, féministe. Et, en fait, La copie. voilà, pas copié, on l'a adapté pour nos propres réalités à nous. Mais il est totalement erroné de penser que c'est quelque chose qui vient du continent africain. Le continent africain, il y a 10 000 lieues. En tout cas, pas le continent africain, je ne vais pas généraliser, mais la région que j'ai fréquentée, Togo-Bénin, est à 10 000 lieues de tous ces débats-là. D'ailleurs, justement, ils sont très curieux, parce que je garde des liens avec des frères qui sont là-bas. Ils sont très curieux de savoir, mais qu'est-ce que vous racontez dans ça? Masculinité toxique.
Enfin, parce que eux, pour le coup, le patriarcat est beaucoup plus lourd, la domination masculine est beaucoup plus lourde et beaucoup plus essentielle, naturalisée. C'est vraiment dans le. Elle est incontestable. Voilà, là-bas, il y a peu de gens qui contestent ça. Et pas que. Bon, tu as cité que le Togo et le Bénin, mais même je discutais avec ma tante, alors j'espère que je ne dis pas de bêtises, en Nouvelle-Calédonie, ils sont très traditionnels. Et je crois que aussi je crois que Tahiti, enfin bon, bref. Et en fait, effectivement, l'homme, c'est incontesté. Tu peux pas tester là. Exactement. Tu peux rien tester. Viens pas faire de débat, il n'y aura pas de débat. Voilà. C'est pas du tout dans, leurs intentions. C'est pas à l'ordre du jour. Mais il faut voir aussi que nous sommes. Il y a 5 générations. 5 générations. Il y avait encore l'esclavage. Donc on est aussi une société nouvelle. On est aussi un peuple jeune. Donc l'histoire n'est pas la même avec l'Afrique aussi. Oui, c'est clair, mais c'est pour voir comparativement avec les sociétés. En plus, toi, tu étais en Afrique de l'Ouest. De l'Ouest, donc ça n'a rien à voir avec la nôtre aussi. Oui, mais c'est clair. De toute façon, on est différents. J'ai vu qu'il y avait récemment encore des débats. Est-ce qu'un Antillais est africain? Est-ce qu'un Africain est Antillais? Quand on va là-bas, il n'y a pas de débat. On n'est pas africain. Enfin, au bout d'un moment, assume le fait qu'effectivement, tu ne vis pas là-bas. Tu n'as pas le vécu que les personnes de là-bas ont. Donc, arrête de te déterminer comme eux, alors que dès que tu arrives, tu vois bien que tu es différent et on te le fait comprendre. Tu n'es pas des nôtres pour l'instant. Maintenant, travaille, vis avec nous, machin. C'est ce qui m'est arrivé au début. On peut le prendre frontalement, ça peut être dur. Au final, tu te dis, mais c'est vrai, en fait, on n'est pas pareil. Maintenant, on a des similarités. On a beaucoup plus de similarités avec les peuples qui vivent sur le continent africain qu'avec un peuple qui vit en Australie. De toute façon, Martinique, Guadeloupe, voilà. Martinique, voilà, exactement. On est toujours dans une différence. Et même Saint-Lucien, Martinique. Ouais, non, mais on est toujours dans une différence. Il faut respecter l'identité de chacun. Moi, ça ne me dérange pas. Et ne pas chercher à être absolument comme l'autre. Maintenant, on recherche, justement, on peut dire qu'on est afro-descendant. Je pense que il n'y a pas de difficulté à pouvoir le dire. Maintenant, par rapport à les cercles d'hommes, justement, sur le continent, ça peut aussi venir du fait qu'on a souvent tendance, notamment dans les milieux panafricains, à décréter que nous sommes des sociétés matriarcales. Avant, c'était le matriarcat. C'est après qu'on est devenu que l'Europe nous a rendu vicieux, nous a rendu patriarcal. C'est faux. Ça, c'est fondamentalement faux. Ce sont des erreurs historiques, mais graves en fait de dire ça. Ça permet en fait de se donner une certaine dimension, mais qu'on n'a pas en fait. Ça, c'est faux. Quand on va là-bas, ce sont des sociétés qui sont patriarcales et depuis des siècles et des siècles en fait. Maintenant qu'ils l'ont traduit d'une autre façon, certes, mais ce sont des sociétés patriarcales, fondamentalement patriarcales. Il y a quelques relents justement de matriarcat, mais c'est rare en fait les endroits qu'on va trouver là-bas où ils sont totalement matriarcales et le rapport est totalement différent par rapport à ce qu'on vit. On vit des choses qui sont similaires et pour le coup, pour l'instant, il y a le progressisme dont parle Mathis ne s'est pas encore répandu sur le continent, en tout cas dans les régions que j'ai visitées, Togo, Bénin. Ça ne s'est pas encore répandu pour avoir des réflexions sur le patriarcat déjà et sur les cercles d'hommes ensuite. Tu parlais de Trauma Ulrich pendant l'émission, au début, quand tu parlais des maux de la société, je dirais. Est-ce qu'au niveau des hommes, des pères de famille, est-ce que ça vous arrive également d'avoir des homosexuels? Alors, ça nous est arrivé, mais très, très... Est-ce qu'il y a des frustrations par rapport à ça? Par exemple, des pères qui sont entre... Comment dire ça? Qui ont fait leur coming out. Qui ont fait leur coming out. Comment ça se passe, surtout dans une société... Du moins, sont-ils bien reçus, quoi, en fait? Voilà, pas forcément bien reçus. Où se manifestent-ils? Voilà, où se manifestent-ils par rapport au cercle? Alors, pour l'instant, dans le cercle, il n'y a personne qui s'est déclaré homosexuel. Je sais qu'il y en a un qui est venu, qui l'est, qui n'a pas... Il n'y a pas d'obligation, de toute façon? Non, pas du tout. C'est des hommes, en fait. Tant que tu es un homme, que tu te reconnais comme tel, en tout cas, et que tu l'es, bon oui, il n'y a pas de souci. Maintenant, je savais qu'il était homosexuel. Maintenant, on a traité de l'homosexualité dans le cercle. Le sujet même, on l'a traité. Mais il n'y a personne qui est encore venu en se décrétant en fait comme homosexuel et qui est venu dans le cercle. Mais les cercles d'hommes sont ouverts aux hommes qui ne se définissent pas comme hétérosexuels. Hétéro, homosexuel, pour tout le monde. Ok. Tu as une question? Oui, bien sûr. Nous l'avons ça. Pour vous, comment vous percevez un parent? C'est quoi un parent pour vous? Un parent? Oui. C'est quoi un parent pour vous? Ben, c'est moi. Je rigole. Non, ben oui, mais comment vous le percevez? Je vais pousser le truc plus loin. Pourquoi je vous pose cette question? C'est parce que
Comme dans plusieurs émissions, j'aime dire que des fois, on estime que nos enfants sont notre propre vitrine. D'accord? On a fait des constats que nous avons des traumas, que nous sommes écorchés, etc. La famille, des fois, a une incidence sur les enfants. Donc, est-ce que être parent, ça peut être un facteur toxique pour les gens qui font partie du cercle familial, par exemple? Est-ce que être un parent, ça peut être un facteur toxique pour les personnes qui font partie du cercle familial? Est-ce que je peux être un père, mais je ne suis pas forcément un bon père? Il y a des papas qui sont absents. Ça reste des hommes, vous me direz. C'est-à-dire que parents, alors, selon moi, je vais répondre à ma question. Voilà. Pour moi, parent, c'est un statut. OK? C'est un statut. Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un statut, en fait. On reste quand même des hommes et des femmes, à écorcher ou pas, comme vous expliquez. Donc, au final, est-ce que le fait d'être parent, c'est quelque chose, c'est un statut qui est très mal maîtrisé à vos yeux? Vu qu'être parent, un parent ne travaille pas forcément sur les blessures, sur ses propres blessures. Il construit sa vie parentale avec ses armes, en fait, avec qui il est sur le moment, à l'instant T. Donc, ça peut être toxique, finalement, pour la descendance, vu que, finalement, si tu ne fais pas de travail sur toi-même... Tu parles de la pression sur le parent? Non, je te parle de toi-même. Si tu ne fais pas de travail sur toi-même... D'accord, ok. Enfin, tu n'estimes pas que tu es malade... Tu fais une introspection de toi-même, ok. Tu crées ta famille dans ton sens, à ta sauce. D'accord, ok. Mais si tu es en réalité, la réalité démontre que tu es blessé pour X ou X raison. D'accord, ok, j'ai compris. Tu deviens néfaste finalement pour ta descendance si tu ne fais pas un travail sur toi-même. Parce que tu vas leur véhiculer ce que tu penses. Tu vas véhiculer de mauvaises... ou maîtriser alors que tu ne maîtrises pas forcément. Ok, d'accord. Bah ouais, frère, la préparation à la parentalité, elle commence dès la naissance. Dès la naissance? Oui, dès ta naissance à toi, tu te prépares à être parent. Tu te prépares à être parent, c'est chaud ce que tu dis là, mon père. Oui, pour moi, toute la vie préparentale, c'est un stage de préparation à la parentalité. Et si tu accumules les traumas, etc., ben, ta parentalité va en subir les conséquences. Donc, forcément, alors pour moi qui n'ai pas d'enfant, ben, oui, c'est à ça que servent les cercles d'hommes aussi. Et puis le boulot avec la papa géniteur ou la papa. Est-ce que ça te donne envie d'être parent? Oui. Quand à force de côtoyer en fait, des gens écorchés, est-ce que ça te donne envie de... sur ce terme-là. Oui, bien sûr. Alors, bien sûr, c'est flippant, tu te dis que tu seras jamais prêt, etc., machin, mais en fait, ça fait partie de la magie du truc. Ça fait partie du game. C'est ça. Mais du coup, comme il disait, en fait, c'est qu'on a tendance à séparer en fait, les choses, à se dire, à ce moment-là, je suis un homme, à ce moment-là, je deviens un père, mais c'est tout ce que tu as construit avant qui va faire que tu vas être considéré comme un bon parent. Que tu vas honorer ton statut. Ouais. Voilà. Maintenant, par rapport à la toxicité, c'est un constat que je fais en tout cas, par rapport à la génération de nos parents, je considère que oui, ils ont été toxiques. Sur certains sujets, ils ont été fondamentalement toxiques. Sur la gestion qu'ils ont fait, notamment des émotions. Le fait qu'aujourd'hui, j'ai eu cette réflexion-là sur le fait que je ne me dévoilais pas. Je ne dévoilais pas mes sentiments, mes émotions. Ça vient de quoi? Ça vient déjà de la figure paternelle qui ne pleurait jamais. Je ne l'ai jamais vu pleurer. Et du fait que quand je pleurais, pouf, il intervenait pour dire... Alors, il n'intervenait pas pour grand-chose, justement. Mais là, c'était carré. Ça arrive là. Donc, ils sont capés. Jamais à savoir quelle est la raison profonde. Vas-y, continue, machin. Qui ça qui arrive? Reprends-toi. Tu vois? Donc, oui, il y a certains sujets où ils ont été toxiques. Et pareil, en fait, c'est aujourd'hui, quand je discute notamment avec ma mère, elle reconnaît qu'elle n'avait pas les outils pour faire tout ça, en fait. Elle n'avait pas les outils pour discuter de certaines choses que je pouvais faire, du sexe, de l'alcool, etc. Donc, son seul outil, c'était l'interdit. Donc, elle interdisait et son autorité. Mais sauf que ça ne suffisait pas. Elle s'est bien rendu compte, au bout d'un moment, que ça ne suffisait pas. Donc, eux, ils te disent qu'ils n'avaient pas les outils pour pouvoir faire ça. Maintenant, nous, on a beaucoup plus d'outils. Utilisons-les. C'est-à-dire qu'effectivement, je considère que c'est dramatique, à mon avis, que des gens deviennent parents et ne savent pas du tout comment gérer un enfant. Déjà, ils ne savent pas du tout comment fonctionne un enfant. Donc là... Mais tu sais, des fois, ils ne comprennent même pas qu'ils sont parents. Oui, c'est clair. C'est pour te dire que c'est chaud, c'était la base, comme tu dis. Exactement. Déjà, il y a une immaturité factuelle qui fait qu'effectivement, on ne se reconnaît pas forcément comme parents et on n'assume pas du coup le rôle qui va derrière. Et derrière ça, c'est le fait que
je connais pas ou très peu en fait les fonctionnements d'un enfant, ce qui fait que je vais reproduire finalement. Je vais reproduire comme je l'ai appris dans ma famille Comme je l'ai reçu. et qu'on n'a jamais justement ces choses-là, on les a jamais déconstruites. Donc il y a beaucoup de choses en fait qui se transmettent parce qu'on ne les a jamais remis en question. Donc oui, effectivement, il y a des éléments comme ça qui font que oui, il y a des parents toxiques, ça c'est clair et net. Parce qu'il y a des confrontations, hein. Je vois même quand tu viens d'avoir un enfant, il y a des confrontations entre toi qui es devenu papa et puis tes parents en fait. Genre, oui, couveille là, oui, il a froid, non, il a pas froid. Et tu sais, c'est des cancans hein, des fois. C'est mais ça ne pas l'écouter à rien, ça te gêne, ça ne pas connaître rien. Tu vois, nos aînés aiment se positionner en tant que grand, Grand-papa, enfin, ceux qui savent tout quoi. Ouais, exact. Et alors que non, la vie montre que l'enfant il a pas chaud là, fou, il a pas besoin, on n'est pas obligé de lui mettre des chaussettes, etc. Et ils ont du mal ils voient ça comme une confrontation, tu vois, ils voient ça comme c'est affligeant de voir mon enfant qui s'oppose à moi en fait. Alors que c'est pas une confrontation pour dire je suis mieux que toi, c'est juste pour te dire que tu n'as pas forcément raison et que le monde a évolué aussi. Il y a un point sur lequel je voulais revenir. Jonathan, tout à l'heure, tu avais parlé de masculinité écorchée. Ok, j'accepte cette terminologie. Maintenant, mon problème, en fait, c'est la déresponsabilisation et le fait de se cacher derrière une position de victime. D'accord ? Je suis ok avec le fait de prendre le problème comme ça. Le gars est blessé, donc il commence à avoir des comportements inadaptés, etc. Okay. Ce que je constate en contrepartie, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas spécialement de blessures ou de traumatisme, mais qui ont décidé d'adopter un comportement parce que ça les arrange, tout simplement, en fait. Pour oppresser, c'est pas obligé d'avoir été oppressé avant, ça peut arriver. Ça, c'est de la perversion narcissique, ça. C'est un terme qui est trop galvaudé, que j'utilise plus. Non, trop. mais par rapport que tu sais que tu es toxique et à partir de pas toxique, mais tu sais que Tu ne sais pas forcément. Tu sais pas forcément. Tu sais pas forcément. Non, par rapport à ce que tu viens de dire là. Ouais, alors, il y a beaucoup de... Alors, parmi justement nos positions d'hommes, puisque j'estime qu'il y a une position avantageuse en fait en tant qu'homme, c'est juste que justement les gars vont venir dans les cercles d'hommes avec quelques points sur lesquels les femmes peuvent avoir un avantage pendant une période donnée et dans des cas bien précis, pour expliquer qu'en fait il n'y a pas de domination masculine et qu'en fait les femmes dominent aussi, etc. Alors que généralement les points dont ils parlent, on a complètement le contrôle pour ne pas être désavantagé. C'est juste que on veut pas pour diverses raisons. Mais j'estime qu'il y a des dominations structurelles que les hommes ont sur les femmes et sur d'autres hommes aussi, et qu'en fait ça, c'est pas un truc qu'ils vont infliger ou qu'on va infliger, puisque j'ai pas envie non plus de me mettre hors du truc par la rhétorique, puisque ça peut me concerner aussi. Et ben en fait, je voudrais qu'on ne se cache pas derrière des blessures pour le justifier, parce que c'est pas toujours le cas. Et même, je dirais que souvent, en fait, ça n'est pas le cas. Il n'y a pas de blessure spécialement derrière, c'est juste que le système est établi comme ça. D'accord ? Donc, c'est pour ça que moi, j'utilise le terme de masculinité toxique et pas de masculinité écorchée. Mais à condition, en fait, de faire face avec le fait que parfois, on a des comportements qui sont malsains sans une bonne raison derrière, genre. C'est pas parce que tu es un homme blessé, c'est parce que en fait tu es éduqué comme ça. Il n'y a pas de blessure en fait à la base. T'es pas le méchant qui a été maltraité quand il était petit. Un petit peu ce qu'Olivier disait tout à l'heure là par rapport à la continuité de ce que tu véhicules, ce que tu vas véhiculer. Voilà. Donc moi je suis pour une responsabilisation totale des hommes, parce qu'on a en fait un impact monumental qu'on peut avoir si on décide en fait de le faire. Parce qu'on a en fait un champ d'exécution colossal, et parce que on a les outils pour. Généralement, les choses qu'on subit en tant qu'homme, on a carrément les cartes en main pour essayer de changer ça. Soit du point de vue personnel, soit du point de vue de les hommes en fait en groupe. D'accord ? Puisque c'est des trucs qu'on va encourager, qu'on va reproduire, qui vont soit mettre les petits frères dans la mouise, soit nous mettre dans la mouise si on fait pas ce qu'il faut. Ok ? La déconstruction, elle est individuelle, mais elle est surtout sociétale en fait. J'aimerais insister là-dessus. Mais j'ai envie de te dire aussi que le problème de l'homme, c'est l'homme. Oui.
Oui, ça, là, on est dans des problématiques qui ne nécessitent pas de débloquer un niveau technologique du 4e millénaire, etc. C'est de l'humain, hein. C'est de l'humain, c'est de la discussion, c'est de la cohésion. C'est très simple, en fait, finalement, au niveau technologique, hein, en termes de ressources. On n'a pas à forer l'Alaska pour trouver la solution. Voilà. Il faut juste qu'on se pose, qu'on discute avec les bons outils, et on peut y arriver. Mais pour ça, il faut la responsabilisation. Il faut en fait faire tomber tous les mécanismes de déresponsabilisation. C'est pas ma faute, c'est mon père, c'est machin truc, c'est le colon, je sais pas trop quoi. Faut arrêter de chercher des alibis, faut arrêter de chercher des... Ouais. Et en fait, la masculinité, j'estime qu'elle n'est pas spécialement écorchée en fait. J'estime qu'elle se porte plutôt bien. Donc par rapport, j'allais poser une question à savoir quels sont les traumas qui reviennent régulièrement. Il n'y a pas vraiment de trauma alors. Ah, en tant que Martiniquais, on a des problématiques à gérer, bien sûr. Mais en fait, il ne faut pas se mettre derrière ces problématiques pour faire totalement Ça justifie pas tout. quoi. Voilà. Ouais. Et dire que c'est à cause du colon, je sais pas trop quoi. C'est prendre ses responsabilités. Oui. Totalement. Oui. C'est-à-dire que, comme on le disait, il y a eu des choses qui ont influencé. Il y a plusieurs éléments. C'est toujours comme ça. Il y a plusieurs éléments qui influencent. Dans certains domaines, justement, la masculinité toxique va prendre un peu plus le pas qu'une autre influence. Mais ça n'empêche que tout est concentré, en fait, tout va ensemble. C'est plusieurs choses, en fait, qui se conjuguent et qui donnent un comportement. Et en fait, le problème, quand on utilise des poncifs, des choses comme ça, c'est-à-dire la masculinité, ça c'est le problème des hommes, ça c'est les femmes qui font ça, etc., c'est que, comme il le dit, ça tend à ne plus être responsable de ce qu'on fait. C'est que des choses, en fait, qui nous viennent dans l'esprit, et puis on les recrache comme ça, sans même, en fait, que nous-mêmes nous soyons responsables. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que c'est ça que je trouve, en tout cas, qui me sauve, c'est à partir du moment où je pars du principe que je suis responsable de tout. Tout ce qui m'arrive, c'est moi qui suis responsable. Ouais, mais la société, la politique, c'est toujours ça. Par exemple, on va dire, ouais, c'est la faute de la guerre en Ukraine, c'est la faute de... C'est toujours la faute de tout. C'est la faute. Mais il faut aussi se regarder. Il faut chercher un alibi. Il faut chercher aussi, justement, regarder. Il y a des alibis qui vont être très faciles et très, très simples, en tout cas, à générer. Il y en a qui vont être plus compliqués. Par exemple, la guerre en Ukraine, on commence à comprendre que c'est un piège. Mais aussi, comprenons nous-mêmes, en tant que Martiniquais, que l'esclavage, c'est un piège aussi. Le fait de tout le temps mettre tout sous le dos de l'esclavage, c'est un piège parce que, par exemple, ça nous empêche de réfléchir à ce qui se faisait avant et ça nous empêche de voir que les sociétés qui étaient juste avant l'esclavage n'étaient pas forcément matriarcales. Quand je parlais justement du matriarcal, il y avait beaucoup de sociétés, beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte et pas juste se dire c'est l'esclavage qui a fait ça, c'est tel événement qui a fait ça. Non, il faut justement comprendre qu'il y a plusieurs influences et comme il disait, c'est pour ça que c'est important de se former. C'est le fait d'avoir ces éléments-là de connaissance qui nous permet en fait de faire le ski et de voir qu'est-ce qui est piégeux ou n'est pas piégeux, qu'est-ce qui me correspond ou pas. C'est pourquoi il faut se réparer par rapport au passé pour pouvoir avancer. Évidemment. Il faut se réparer sur ça, c'est sûr et certain. Tu vois, par rapport au sujet que vous avez abordé là, que ce soit la guerre en Ukraine par exemple, ben on peut très bien parler... C'est juste un petit exemple, hein, juste une petite allusion. Hein, oui, mais c'est très important parce que c'est la guerre, donc ça nous concerne. Dans les codes virils, il y a des choses qui nous rendent militarisables. D'accord ? On a un certain goût pour la violence, pour les armes à feu, pour le fait d'aller conquérir, etc. C'est un truc en fait qu'on nous impose et certains d'entre nous le reçoivent particulièrement bien. Ça fait qu'en fait, si jamais il y a une guerre qui pète avec n'importe quel pays, pour peu qu'on réussisse à nous faire comprendre que c'est eux les méchants et que c'est nous les gentils, il y a des gars qui vont y aller en fait. Donc en fait... Parce qu'ils ont regardé Rambo. Parce qu'ils ont regardé, déjà parce qu'on a regardé tous les Rambo, parce qu'on aime bien jouer à Call of Duty, donc on est entraîné. Et puis parce que c'est glorieux, tu vois, c'est le guerrier, c'est le soldat qui va. C'est Napoléon, c'est voilà, mais à travers toute l'histoire, de toute façon, toute notre éducation, avec les Napoléons, Clovis, etc., à travers la cinématographie, à travers la politique. Mais tout est basé par rapport à ça, cette recherche de la virilité, cette recherche de pouvoir, voilà. Et justement, le fait d'avoir cet ennemi-là, comme il le disait, ça peut être une bonne chose, comme ça peut en fait totalement jouer contre toi. Donc par exemple, certains aujourd'hui qui vont dépeindre le fait que l'ennemi c'est l'haïtien, mais ça joue aussi contre toi, parce que tu ne te rends pas compte que l'haïtien fait aussi des choses que tu ne fais plus faire. Ou l'haïtien fait même mieux que toi des choses que tu ne fais plus. Donc c'est toujours une recherche de l'alibi. Oui, mais et ça en fait, et c'est ça qui est dangereux, c'est-à-dire que c'est ne comprendre que... C'est pas ta faute, c'est la faute des autres. Voilà, exactement. Comprendre qu'il y a des choses qui peuvent venir aussi des autres, mais qu'en fait tu es quand même responsable de ce qui t'arrive. Même des petites attitudes hein, dans notre société, voilà, tu es dans ta voiture, tu habites en l'auto qui devant, tout de suite il y a le gars sort, qu'est-ce qui arrive, tu vois, tu viens de subir un choc.
logiquement, pour moi, c'est d'abord de savoir si tout le monde va bien, tu vois. Et des fois, on pense juste au choc. Fallait pas toucher ma voiture, manquer de cheveux, ceci, cela, ça va être tout. J'ai ceci, cela. Non, on va pas faire constat, mais en fait, le premier réflexe, c'est de savoir est-ce que ça va bien. Parce que le matériel est devenu plus important que Non, mais c'est l'humain. même pas une question de matériel, c'est qu'on est dans ce rapport de force à chaque fois. Là, je comprends encore mieux cette histoire de virilité où non, tu peux pas recevoir un choc et puis tu restes là, calme. Et puis, tu vois, c'est perturbant. Une petite anecdote, ma mère avait été garée, elle a ouvert sa porte. Il y a une voiture qui est passée, qui a touché la porte, tout ça. Le gars, il a freiné, il est revenu. Mais moi, j'étais un peu caché, c'est-à-dire on me voyait pas. J'étais pas dans la voiture, en fait. Et le gars, il est venu, mais il venait vers ma mère pour lui faire peur, quoi. Et moi, je lui dis, attends, là, donc moi aussi, je descends, je pense à ma mère, tu vois. Mais je me dis, est-ce que, comme je vois pas la scène, j'ai entendu un gros bruit, donc je pense à ma mère, je pense à un accident, quoi. J'arrive, le gars est prêt à rentrer sur ma mère, quoi. Et c'est une dame qui m'a mis devant toi, qui vient de subir un choc, qui elle-même est choquée, etc. Et toi, tout ce que tu veux, absolument lui faire peur, et puis il parle déjà d'argent, etc. Je dis, mais sois pas calme, t'es tout. J'ai dit, mon frère, là, tu parles à ma mère. Réfléchis bien. Parce que La virilité monte en toi. Oui, mais c'est tu sais, c'est comme on disait au début, la virilité, tu l'as, ça fait partie de toi. Oui, oui. Maintenant, tu peux la maîtriser. Voilà. Et là, moi, j'ai trouvé ça aberrant que le gars rentre sur ma mère comme ça, en fait. Alors que c'est une dame, elle n'a pas fait exprès, etc. Elle est choquée, mon frère. C'est quoi ton premier réflexe? C'est clair, c'est Regarde clair. si la dame va bien. Tu vas bien. Non, il fallait pas toucher sa voiture, nénénèse. Oh, Le rapport au matériel. faut pas déconner. Alors, Donc, le rapport au oui, matériel, il y a la violence. Il y a une fois où dans une émission, Bruno avait pris la parole pour Big up dire... pour Bruno. un de nos Big up. fervents supporters. Par exemple, si tu fais un accident et que ta femme est dans la voiture avec une autre personne, justement, tu vas pas réagir de la même façon parce que justement, tu vas te dire que, ok, ta femme attend de voir comment tu vas réagir dans cette situation-là. Ou quelqu'un sort, il est goumé un peu et en fait, tu es dans la voiture avec ta femme. Tu vas pas réagir de la même façon que déjà toi-même si tu étais seul dans la voiture ou aussi si tu t'es déconstruit par rapport à la violence. Il y a une anecdote qui m'était arrivée en boîte de nuit. Au bout d'un moment, en fait, j'avais fini par comprendre, de par d'où je viens aussi, etc., que si tu es violent, la personne a plus de chances en fait, d'être violent aussi contre toi. Si tu es pisse, il y a peu de chances, c'est vraiment des psychopathes en fait, qui vont vraiment, même aller devant très quelqu'un de loin, pisse, va s'acharner. C'est vraiment quelqu'un qui a passé le stade de la... de la normalité ou de l'humanité. Voilà. Mais sinon, le plus souvent, ils descendent. Si tu passes au niveau-là d'agressivité, ils descendent aussi. Et en fait, du coup, il y a un jour où je renverse le verre d'un loulou en soirée. Et tout de suite, en fait, pour désamorcer le truc, je lui dis oh tranquille, je paie un coup pour toi, désolé, machin. Et il y a un pote, en fait, qui s'est rendu compte que j'avais pas fait tomber le verre de façon volontaire. Donc il vient et me dit oh, qui sont qu'a fait là? Je dis, mais frère, j'ai fait tomber le verre du gars, volontaire ou pas, je lui paye un coup, c'est tout. Mais non, faut pas faire, on nous rentre quand on est vicieux. Je dis, mais frère, déjà, c'est pas à toi que c'est arrivé. Je comprends pas ton truc là. Ah, mais non, mais frère, qui ça, non pas, qui ça, c'est beaucoup là, dit long, bye. Je dis, frère, c'est pas parce que je viens de là que je vais réagir comme beaucoup de gars qui viennent de là. Ça peut se J'ai fait régler, tomber quoi. le truc, et en fait, l'autre gars, en fait, tranquille, du coup, il a pris mon verre, on a trinqué, on a rigolé, machin. Et en fait, après, je suis allé voir mon pote en lui disant, en fait, c'est débile, en fait. Donc là, on serait rentré en guerre contre un gars parce que j'ai fait tomber. Et ça, c'était pratiquement, c'est des cas concrets où la virilité, en fait, va nous pousser à faire des choses qui vont être contre nous. C'est-à-dire que peut-être qu'on serait allé contre le gars. On est deux, il est tout seul. Bon, il y a des chances, en fait, qu'on se batte et qu'on gagne, finalement, à la fin. Mais il y a aussi des chances qu'on retourne, que lui trouve 4 autres copains, machin, et on finit comme... Et puis c'est tout le monde perd. Voilà, ouais. Parce qu'il faut pas oublier qu'on est sur une petite île. Hein. C'est Il y a pas beaucoup, il y a un seul cinéma, un très grand cinéma, il y a un seul ci, un seul ça, donc tu vas toujours rencontrer la personne. Mais là, après, c'est qu'on regrette forcément. Voilà, On regrette forcément ce qui s'est passé après. Tu vois, quand c'est allé trop loin, voilà, après tu dis merde, que ça m'a fait, etc. Parce que la pression est descendue. Là, t'as pris la pression que tu t'es toi-même infligée. La raison est revenue aussi. Donc, ouais, non, je comprends. Alors, il nous reste pas longtemps, les gars. Donc, ouais, c'est passé vite, moi. C'est parce que vous êtes intéressants, messieurs. On sait qu'on invite quand même. Hein, bien sûr. On peut quand même se jeter des fleurs. On prépare le casting. Voilà. Non, tranquille. Jonathan n'a pas attrapé Messieurs, la quel message? Comment vous contacter? Parlez-nous de vous? Inciter les hommes à vous rejoindre. à vous rencontrer. Je sais pas comment. La parole est à vous. Vous avez 5 minutes. Je voulais rajouter rapidement J'aime bien le cas sur un point que tu as abordé, le fait que
ce qu'on va reprocher aux autres, on avait parlé de l'esclavage, on avait parlé des agressions sexuelles pendant l'esclavage, de la guerre, de tout ça. En fait, tu prends n'importe quel sujet, il faut que tu regardes en fait à quel point toi, tu serais capable de faire la même chose. Et quand tu regardes ça, en fait, tu te rends compte que tu es toujours plus ou moins concerné, de près ou de loin, en fait, par ce rôle d'oppresseur sur autrui. D'accord ? On est tous potentiellement capables d'être oppresseurs. Ok, j'ai compris. Parfois, en pratique, on l'est, ou on l'a été. Il faut être capable de faire ces rétrospectives-là et de regarder les choses en face. Encore une fois, on n'est pas là pour faire de la morale. On est là, en fait, pour décortiquer les choses. Ok ? C'est intéressant ce que tu es en train de dire là. Okay. C'est dommage, j'aurais dû dire ça au début parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Mais on en discutera dans on va en discuter parce que ce que tu es en train de dire, parce que des fois, souvent, on va peut-être critiquer, on va peut-être dire oui, ils ont fait ci, ils ont fait ça, mais si tu étais à leur place, comment tu aurais géré ? C'est ça. Comment tu aurais géré la situation ? Si tu sais que tu avais une domination, une ascendance par rapport, par rapport à certaines personnes, comment tu aurais géré si, au lieu d'être celui qui est oppressé, comment tu serais en tant qu'oppresseur ? C'est intéressant. Dans une prochaine émission, je pense qu'on va en parler. Alors, on est parti pour tellement d'émissions, vous savez même pas. Alors, il y a un WhatsApp, mais c'est pas très, très pratique. Je suis en train de créer une page spécialement pour les cercles d'hommes de Martinique. Donc, ça va s'appeler Cercle des Hommes. Tu tapes Cercle des Hommes sur Instagram, sans espace, sans underscore, et tu vas tomber sur ça, ok ? Donc c'est facile à trouver. Mais sinon, en fait, nous, on se réunit sur l'Instagram pour préparer les prochains cercles. Sur WhatsApp, pardon, préparer les prochains cercles, mais pour des raisons de facilité à nous contacter, je vais faire la page Instagram, d'accord ? D'accord. Voilà comment nous contacter. Sinon, de toute façon, on n'est jamais loin de Papa Géniteur. C'est ça que j'allais dire. En fait. Nous, on passe. C'est ce que j'allais dire aussi, à savoir que nous aussi, on a nos pages, Papa Géniteur sur Instagram et sur Facebook. Nous, on fait des passes décisives. Voilà, donc automatiquement, Cercle d'hommes, direct. Ulrich, les cercles d'hommes, ils vont nous envoyer leurs contacts. C'est, voilà, comme tout à l'heure, je parlais de points de chute. Eh bien, il y a différents points de chute. Hein. Il y a différentes... il y a dédicaces également, mon stylo, dédicaces également pour sur les réseaux, avec Corinne Charles. Ouais. Et puis il y a aussi les cercles d'hommes et aussi les cercles de femmes, elles vont participer aussi aux émissions. Il y a plusieurs choses, on va discuter. Donc voilà. On est là pour bâtir quelque chose de solide. On est vraiment là pour contribuer au bien-être de la société sous toutes ses coutures. Donc vous verrez dans cette émission des gens qui sont aptes. Enfin, que j'estime apte. On va négocier tout ça. Non, mais vous avez compris. C'est un gros travail. Hein. Bon, il nous reste quelques minutes. Enfin, pas beaucoup. Moi, en fait, Ulrich, un petit message. Ouais, comme on l'a dit, en fait, tout le monde c'est moon. Hein, donc, reconstruisons cette empathie qu'on perd de plus en plus, justement, cette capacité à se mettre dans la peau de l'autre pour savoir comment agir ou réagir à certaines situations. Je pense que c'est très important dans le cadre, justement, des cercles d'hommes et de la virilité. C'est une des choses, justement, qui permet de déconstruire certains codes liés à la virilité. Donc voilà, développons ça et puis continuons de travailler ensemble. La PAPAM, Papa Géniteur, Négactif, nous là. Voilà, vous pouvez nous trouver aussi à travers toutes ces associations-là qui œuvrent dans ce sens. La Martinique bouge, pour ceux qui aiment dire qu'on fait rien. Elle bouge beaucoup. Mathis, un dernier mot? Merci encore les gars pour votre espace d'expression. C'est nous qui remercions. Ok, monsieur. Oui, Jonathan, un dernier mot, excuse-moi. Big up Zouk TV, big up les téléspectateurs, téléspectatrices et le rendez-vous est pris, là déjà savent. Richesse PIA, c'est nous-mêmes. Bienvenue, et en nous-mêmes, très important. Bienvenue dans Papa Géniteur. Passez une excellente soirée et puis à la prochaine. Il joue à bisous en papa au top. Il joue pas bisous en papa en tol. Il joue à bisous en papa non-stop. On wall moins les mots on néglige wallou. Ou les passer pour nous mais l'esprit typolo en tête tout. Toujours pas répayé tout never station. Pendant il joue qu'à attendre nous pour partager émotion.